votre témoignage, vous dites que vous voyez des points communs entre l'antisémitisme, le racisme d'avant-guerre et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça atteint un niveau semblable à celui d'avant-guerre? C'est-à-dire que le racisme d'avant-guerre était un racisme latent, si vous voulez. Il y avait des mouvements d'extrême droite, mais enfin, qui étaient plus ou moins virulents. Ils n'étaient pas aussi agressifs, si vous voulez, qu'après la guerre. C'est-à-dire que vous aviez les Camelots du Roi, vous aviez, bon, enfin, c'était des groupuscules qui voulaient chasser la République pour mettre une royauté. C'était des mouvements d'extrême droite, mais enfin, c'était pas virulent comme ça l'est maintenant. Disons que c'était une petite société d'intellectuels d'extrême droite. Dans les quartiers populaires où vous viviez, dans les quartiers populaires où on vivait, il n'y avait absolument aucun problème, parce que les 3/4 des quartiers populaires où il y avait tous ces émigrés qui venaient d'Europe centrale ou d'ailleurs étaient très bien intégrés. J'allais à l'école communale, on n'a jamais eu de problème. Jusqu'à la guerre, si vous voulez, même jusqu'au moment où Pétain a fait le statut des Juifs, on n'a jamais été inquiété. Et quand les lois anti-juives ont été mises en place, est-ce que quand vous avez commencé à porter l'étoile, vous avez ressenti un antisémitisme par rapport aux gens dans la rue Eh bien, c'est-à-dire que les gens au départ, quand tout le statut des Juifs a été promulgué, avaient une forme d'indifférence, si vous voulez. Bon, il y en avait qui étaient curieux, il y en avait qui faisaient des réflexions, d'autres au contraire qui disaient qu'ils l'avaient été en signe de solidarité, si vous voulez. Il y a eu un peu de tout, mais enfin, pas d'agression, quoi. Pas d'agression spéciale. Où les gens ont commencé vraiment à se rendre compte du problème, c'est quand il y a eu la rafle du Veldiv. Les gens ont commencé à prendre un peu conscience de l'instant où il y a eu cette rafle et qu'on a raflé des femmes, des enfants et des vieillards. Je me souviens, il y a eu une exposition au Palais Berlitz, le Juif et la France, comment reconnaître les Juifs, il y avait des caricatures. Et je me souviens qu'une de mes petites cousines qui avait un an de moins que moi, comme on était très curieuse déjà à l'époque, j'ai dit tiens, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc on a été jusqu'à l'opéra. Il y avait une queue terrible et on est rentré dans l'exposition. Et là, on a regardé des caricatures. Pour un peu, il y en avait même des doigts palmés, enfin, vous voyez, des trucs ignobles. J'avais jamais vu ce genre de caricature. Et puis on déambulait, et il y a des gens qui sont venus vers nous en nous disant c'est bien, vous les jeunes, au moins, vous saurez reconnaître les Juifs dans la rue. Alors quand on est sorti avec ma cousine, j'ai dit des espèces de cons, ils nous ont même pas reconnus. Non, mais pour vous dire, vous voyez l'état d'esprit qu'on avait de dire, on essayait de comprendre ce qui nous arrivait. Comment vous avez fait pour trouver les ressources à 14 ans, se dire je vais aller dans le sud, je vais aller retrouver mon frère, et vraiment, comment vous avez fait en fait? C'est difficile à expliquer parce que vous savez, on ne sait jamais la réaction qu'on a devant certains événements. Vous savez, nous on a été élevés comme, disons qu'on avait une vie de famille mais très différente parce que moi je n'ai pas de souvenir, à part le vendredi soir où ma mère faisait un repas familial, je n'avais pas le souvenir d'avoir des repas de famille où on était tous à table parce que fallait se débrouiller pour trouver à manger, ramener à manger à la maison. Mes frères étaient quand même plus âgés que moi, personne n'avait la même heure. Donc, vous savez, on a été élevés en totale liberté, avec beaucoup d'indépendance. Donc, on était déjà pas mal débrouillés. Vous savez, si j'avais quitté un cocon familial très, très resserré, peut-être que j'aurais pas eu la même réaction. Puis, vous savez, prendre des initiatives quand on a 14 ans, on n'a pas la notion du danger qui nous guette. Finalement, je dis pas que c'est un jeu de piste, mais enfin, vous savez, l'imagination de dire bon bah, on joue à cache-cache avec la police, enfin des choses comme ça. Alors, je me suis dit qu'à Paris, j'avais peut-être plus de chance de me débrouiller que dans une ville où je connaissais personne. Pourquoi vous n'avez pas pu partir avec votre frère quand il est parti? C'est-à-dire que, je vous expliquais, mon frère était dans l'armée encore, il n'avait pas été démobilisé. Et c'était des mouvements où il ne prenait que des hommes, il faisait passer que des hommes, parce qu'il savait très bien que si partant en Espagne et en Afrique, c'était pour rester dans l'armée, donc il ne prenait pas de femmes et d'enfants.
Puis il y avait déjà le problème que même si mon frère n'était pas parti, mon frère était français, lui, puisqu'il était dans l'armée. Moi j'étais polonaise, on portait le même nom, on habitait au même endroit. Donc ça représentait quand même pas mal de risques, et pour lui et pour moi. Et là malheureusement, j'ai vécu un épisode très pénible. J'ai vu arriver des cars avec des enfants. Donc ils ont d'abord envoyé les mères dans les camps. Et les enfants ont été livrés à eux-mêmes pendant quelques temps dans ces camps dans le Loiret. Et ensuite, ils ont été ramenés sur Drancy. Ils étaient arrivés à Drancy par autobus au milieu de la cour et débarqués comme des petites bêtes affamées et sans soin. Ces enfants, il y a quelques jours encore, avaient un foyer, un père, une mère. Imaginons leur détresse. La veille de la déportation, les enfants passent par les fouilles. Comme tout le monde, des enfants de 2 ou 3 ans entraient avec leurs petits bagages et les inspecteurs les fouillaient soigneusement. Peut-on imaginer cela? Dans la cour, les attendait leur tour d'être appelés, souvent en répondant mal à l'appel de leur nom. Les aînés tenaient la main des petits et ne les lâchaient pas. Vous parlez des enfants qui ont été amenés à Drancy sans leurs parents. Est-ce que quand vous les avez vus, vous vous êtes dit que ça allait mal se terminer? Oui, là on a quand même pris conscience, quand on a vu arriver ces enfants à Drancy, et même à Drancy, il n'y avait même pas la conscience. Bon, on disait que quand on voyait arriver les femmes, les enfants, les vieillards, en disant, bon, on était un peu sceptiques en disant, bah, les camps de travail, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Est-ce que pendant votre trajet en train, qui a été... Oui, ça évidemment... ça vous a inquiété sur votre destination? Quand on s'est trouvé dans ces wagons à bestiaux, à 70 personnes debout avec un seau hygiénique et puis un seau avec de l'eau, on se demandait pourquoi on nous transportait de cette manière-là. Alors évidemment, le transport, avec un peu d'imagination, vous pouvez vous rendre compte de ce que ça a pu être dans ces wagons à bestiaux pendant 3 jours. C'est surtout de voir ces bébés qui hurlaient. C'est mort, moi, ça a été les premiers morts que j'ai vus, ça a été dans ces wagons. Comment vous avez vécu la transition le premier jour quand vous avez été tatoué, quand vous avez été rasé? Ça a été le premier traumatisme pour moi. Vous savez, je venais d'avoir 15 ans quand je suis arrivé à Auschwitz. Le premier traumatisme pour moi, ça a été le fait d'avoir été rasé, tatoué et de me retrouver nu devant des hommes. Vous savez, c'était un drôle d'effet. Puis on se regardait, on ne se reconnaissait pas, vous savez du jeu. Alors pour moi, ça a vraiment été le premier choc, ça. Vous évoquez un peu les cadavres que vous avez vus. Est-ce que, à force d'en voir tous les jours, on peut dire qu'on s'habitue à un truc? C'est-à-dire on s'installe dans l'horreur du quotidien. C'est difficile à expliquer les sentiments qu'on pouvait avoir. C'était pas une forme d'indifférence, c'était de faire le blanc dans sa tête et de pas s'apitoyer sur l'environnement, parce que c'était pas possible. Et puis on nous avait tellement dit qu'on rentrait par la porte et qu'on en sortirait par la cheminée, que l'espérance de vie était de très courte durée, on essayait de survivre, quoi, au jour le jour. Quand vous êtes rentré, vous avez fait une tentative de suicide? C'est-à-dire qu'il y avait le problème, c'est-à-dire que dans le camp, on avait cette forme de solidarité, de se soutenir. On mettait notre peu de ravitaillement qu'on avait en commun en disant il y en a une qui a besoin d'un peu plus, un peu moins. C'était minime. Mais enfin, c'était quand même réconfortant, on n'était pas seul. Dans un camp, on ne pouvait pas rester seul. On ne survit pas seul dans un camp. Et puis, psychologiquement, vous savez, de retrouver personne, et puis d'avoir ce sentiment d'avoir été les oubliés de l'histoire, parce que personne ne s'est intéressé à nous, personne n'a voulu nous écouter, personne n'a voulu nous croire. Alors finalement, j'ai cherché du travail, j'en ai pas trouvé. Psychologiquement, ça n'allait pas du tout. C'est là que j'ai fait, chose que j'avais jamais envisagée au camp, parce que mon but c'était de revenir. Et alors j'ai traîné pendant encore 1 an dans les hôpitaux psychiatriques. Vous voyez, j'ai eu un retour en fanfare. Comment vous avez vécu ce temps dans les hôpitaux psychiatriques? J'ai vécu, j'étais complètement drogué, vous savez, à l'époque, dans les hôpitaux psychiatriques, et puis de voir l'environnement, parce que moi j'étais pas folle. Vous savez, de se retrouver abandonné comme ça, et puis complètement aigri, j'en voulais à l'humanité entière, vous savez, de dire c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on nous abandonne comme ça? Vous savez, il n'y avait pas de cellule psychologique, il n'y avait rien. Et puis, il y avait aussi, on avait envie de parler, on nous a empêchés de parler.
De Gaulle a voulu réconcilier la France, il a considéré que la France avait eu 80% de résistants, moi je dis qu'il y avait 80% d'indifférents. Hein, parce que dès l'instant où vous étiez ni juif, ni communiste, ni résistant, oui, il y avait le problème du ravitaillement, mais les gens ont vécu. Puis il y en a quand même très bien vécu. Alors il y avait cette rancune, cette rancœur, et puis ce sentiment d'abandon, de l'incompréhension. Qu'est-ce qu'on a fait pour déjà avoir supporté les camps, et puis d'être revenu dans l'indifférence complète. Est-ce que vous avez gardé une haine ou une rancœur envers tout ce qui touche à l'Allemagne, tout ce qui touche à la langue ou aux gens C'est-à-dire, la rancœur, je l'ai surtout gardée très longtemps envers la police française. Parce que s'il n'y avait pas eu la collaboration avec la police française, les Allemands étaient bien contents parce qu'ils n'avaient pas le personnel policier nécessaire pour faire toutes ces rafles. Quand il y a eu l'obligation de se faire recenser, la police française avait toutes les fiches. Donc si eux n'avaient pas collaboré, les Allemands n'en auraient pas trouvé la moitié. Hein. Puis ils étaient bien contents de filer le sale boulot aux Français qui ne demandaient que ça. Hein. Vous disiez dans votre témoignage que vous avez fait des cauchemars. Alors, ces espèces de cauchemars, c'est-à-dire que je me voyais... Enfin, c'est venu beaucoup plus tard, quand je me suis marié et que j'ai eu des enfants. Hein. Et je me voyais donc arrêter avec mes enfants et arriver, vous savez, sur la rampe où ils faisaient les sélections à Auschwitz, en me disant comment je vais m'en sortir avec mes enfants. Parce que je savais très bien que les femmes et les enfants n'entraient pas au camp. Et la première fois que vous êtes retourné à Auschwitz, c'était quand? J'étais avec mon mari, ça devait être dans les années 85. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes retourné? C'est-à-dire que, vous savez, bon, il y a eu le mémorial qui s'est fait avec le mur des noms. Eh bien, bon, il y a les noms de tous les 76 000 déportés de France. Bon, au cimetière de Bagneux, on a eu une concession avec aussi un monument avec les noms. Et je sais bien que mes parents, en fait, toute ma famille, ils sont pas là. Hein, c'est que des noms. Et quand je suis arrivé la première fois à Auschwitz, et puis que j'ai vu cette espèce de mare où j'étais descendre, alors là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était là qu'ils étaient. Vous savez, ça m'a fait, comment dire, j'aime pas l'expression faire son deuil. On ne fait jamais le deuil quand les personnes sont mortes dans ces conditions. Enfin, de dire à chaque fois que j'y vais, je sais que c'est là qu'ils sont. Quoi. Vous savez, c'est le plus grand cimetière du monde. Hein. Quand vous constatez la montée des partis d'extrême droite en France ou dans votre pays, est-ce que vous avez des inquiétudes ou des... J'ai des inquiétudes déjà en France parce que c'est mon pays, mais où j'ai surtout des inquiétudes, c'est parce que je me rends compte à l'heure actuelle que vous avez tous ces pays du nord de l'Europe qui ont été moins touchés par la crise, moins été touchés par les événements et qui basculent tous à l'extrême droite. Cette extrême droite, elle fait peur parce qu'on se dit pourquoi ces pays qui n'ont pas souffert, moins souffert de la crise, où tout va à peu près bien chez eux, il y a du travail, il y a de l'argent, et qui basculent à l'extrême droite. Et Auschwitz I, excusez-moi, c'est un éclat de rire. On voyait une fumée blanche. Il paraît que c'était une chambre à gaz, moi je n'en ai pas vu. Dans ce secteur de Birkenau, qu'on appelle camp d'extermination, ce qui est bizarre pour un camp qui avait un terrain de volley, un terrain de foot, un camp d'hommes, un camp de femmes, un camp des familles. Tous, vous avez entendu parler de la solution finale de la question juive. Si je vous disais que ça n'a jamais existé, que la formule intégrale n'était pas du tout celle-là. D'ailleurs, les négationnistes, j'en ai entendu quelques-uns, notamment Robert Faurisson. Faurisson, oui, bah oui. C'est-à-dire que de toute façon, c'était un intellectuel qui n'était pas connu, et le fait de se lancer dans le négationnisme, ça lui a donné le droit à la parole, si vous voulez, de se faire connaître. Ça a été sa première motivation. Alors, dans le fond, pour se faire connaître, on prend un créneau disponible, on passe aux informations, on discute. On a le droit à la parole, mais il y a des fois, c'est un peu lourd. Hein. Regardez quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo. Bon, on les a tués
pour des caricatures, pour leurs commentaires. Bon, on a tué des policiers qui étaient en garde. Puis il y a eu ce magasin caché là où on a tué 4 juifs. Alors moi, à l'époque, quand on a vu tous ces millions de gens qui ont manifesté dans la rue, je me suis dit, pour moi, ça a été un soulagement en disant, bah tiens, les Français vont réagir, on va faire quelque chose. Puis, ça a été qu'un feu de paille. Et puis finalement, avec le recul, je me dis que s'il n'y avait eu que les 4 juifs qui ont été tués dans ce magasin, ça n'aurait pas fait sortir 4 millions de personnes dans la rue. Hein. Quel rapport vous avez à la religion de façon générale, pas que le judaïsme, mais vraiment la religion? Moi, je vais vous dire, moi, je suis contre toutes les religions. Parce que je trouve que c'est du lavage de cerveau. Toutes les guerres, enfin que vous remontiez, au plus loin vous remontiez, toutes les guerres sont toujours à base de religion. Alors c'est des guerres de religion, c'est des guerres ethniques, c'est des guerres tribales. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer, mais au départ, ce sont des guerres de religion. Moi, j'admire les gens qui sont pratiquants, qui sont croyants, parce que quand ils ont un problème, ils se raccrochent à quelque chose. De toute façon, je n'attaque pas la religion, je ne suis pas pour. Parce que moi, je considère que tous les événements sinistres qui sont arrivés dans le monde, c'est toujours à base de religion. Est-ce que vous pensez que vous avez peur qu'on minimise ou qu'on laisse de côté ce qui s'est passé et qu'on reproduise à nouveau des erreurs De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres massacres. Hein, vous savez, quand vous avez le massacre des Tutsis, vous avez eu des tas de choses, et puis il y a eu aussi la traite des Noirs, il y a eu des tas de choses, et puis finalement, ça fait partie de l'histoire. Enfin, je crois que la Shoah est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est quand même l'extermination de tout un peuple, scientifiquement, si vous voulez, réfléchi, par un pays qui était le plus en avance en Europe, hein, c'était l'Allemagne à l'époque, par des gens qui étaient normaux, qui étaient intelligents, qui étaient instruits. Quel serait votre message final, la chose qu'il faut qu'on se rappelle? Qu'est-ce qu'il faut tirer de ça aujourd'hui? Quel message? Eh bien, c'est-à-dire que, dans mon témoignage, c'est ce que je dis aux jeunes, c'est-à-dire que de ne pas considérer que la personne qui n'a pas la même religion que vous, qui n'a pas la même couleur que vous, de toute façon, les races n'existent pas, il n'y a que la race humaine. Donc c'est d'être solidaire et d'essayer d'accepter la différence de l'autre. Parce que finalement, la xénophobie, le racisme, ça n'amène que des guerres.